Très bien. Écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci de m'accueillir là pour partager autour de ce point. Je pense qu'en tant qu'experts, vous êtes tous concernés par toutes ces questions qui tournent autour de nos activités humaines compatibles avec une planète qui puisse rester vivable. Donc c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Alors effectivement, nous avons commis un livre avec Luc Julia dont le titre était « On va droit dans le mur » avec un point d'interrogation. Le sujet n'est pas d'y aller, mais de savoir comment on pourrait l'éviter. Alors j'ai mis deux citations que j'aime beaucoup. La première est d'Aristote, donc assez ancienne. « L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit ». Et la deuxième est de Jean Rostand, cette certitude d'avoir raison qui est le signe infaillible de l'erreur. Alors le premier est important parce que je pense que dans ces grandes mutations qui sont devant nous, c'est maintenant qu'il faut vraiment avoir une bonne réflexion et une réflexion collective. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et puis, je pense qu'en aparté, on en discutait, vous trouverez beaucoup de gens qui vont vous expliquer qu'ils ont trouvé la baguette magique et qui vous l'affirment avec une grande certitude. Je pense que là aussi, parfois un peu d'humilité ne sera pas inutile. Alors, notre humanité, elle peut voter plein de lois. On en parle en ce moment pour une loi sur les retraites, je crois. Mais il y a une seule loi sur laquelle l'humanité ne peut pas jouer, c'est les lois de la physique. Ça, on ne peut pas les voter et on est obligé de faire avec. Donc c'est un peu le fil de mon exposé où je pense qu'il faut avoir bien conscience qu'on peut faire plein de choses à condition d'accepter qu'on est sous ces contraintes. Donc on va d'abord faire quelques rappels de données fondamentales. Alors, il se trouve que je suis membre du Shift Project de Jean-Marc Jancovici, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc pas mal de choses qui vont être présentées vont reprendre des choses qu'il explique. Alors ensuite, en termes de climat, quelles sont les actions pour rester en deçà des 1,5 degré? Je pense que ça, c'est un peu mort, mais en tout cas en deçà des 2 degrés. Et puis, je vais faire un zoom sur un domaine que je connais plus, qui est la mobilité, où je pense qu'il y a un certain nombre de scénarios qu'on peut adopter pour faire un pas dans la bonne direction. Et on terminera par quelques conclusions. Donc l'économie a au moins deux facteurs limitants. Le premier, c'est les ressources de la planète. Alors, on parle beaucoup d'énergie ces temps-ci, mais je pense qu'il faut avoir conscience aussi que les matériaux, la planète n'a pas grossi d'1 millimètre depuis des centaines de millions d'années, et donc les minéraux, eux, il n'y en a pas plus que cette période-là. Donc ça, c'est aussi une contrainte. Et puis, il y a le climat, qui, lui, est aujourd'hui en train de changer, en partie à cause de l'activité humaine. Alors, ah, oui, alors c'est peut-être ça. Voilà. C'est pas mal. Bon. Donc, l'énergie, c'est le carburant de l'économie. Alors ça vient de Jean-Marc Jancovici. Je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. Donc, on extrait de l'énergie pour créer de l'activité. Et pendant une très longue période, l'énergie était principalement musculaire. Ça, c'est avant qu'on sache domestiquer. Alors, ça a d'abord été le bois, le charbon et puis le pétrole. Donc, je vous épargne ce qui est écrit, mais vous l'avez dans le document qui vous sera diffusé. Et donc, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est en pratique commander de plus en plus de machines. Et notre monde moderne, ça c'est une planche qui est, je pense, assez parlante. Jusqu'à ce qu'on sache domestiquer les énergies fossiles, donc charbon d'abord et pétrole ensuite, la croissance de la population mondiale était de l'ordre de 50 000 individus par an en plus. Et vous voyez le changement de pente, à partir de 1870, on est sur du 50 millions d'humains en plus par an. Et c'est vraiment lié au fait qu'on a pu de plus en plus déléguer à la machine. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, 70%, 75% de la population était agricole. Aujourd'hui, c'est moins de 4% des agriculteurs, parce qu'on a pu, effectivement, ils ont pu déléguer à la machine. Alors donc, notre société, en fait, elle est fondée sur les esclaves énergétiques. Et en gros, pareil, donc si on prend la période jusqu'à 1870, on était une énergie consommée par an de 5000 kWh par personne.
Et là, en moyenne, on est à 20 000 kWh. En moyenne, un Américain, c'est 4 fois plus, et un Biafrais doit être plutôt comme les gens qui étaient là. Donc on a eu effectivement un facteur 4 sur l'énergie qu'on emploie pour faire marcher des machines. Et notre société est addicte au pétrole. Aussi, vous voyez que sur 50 ans, de 1965 à 2017, on a consommé, donc en milliers de barils par jour, on consomme 3 fois plus en 50 ans, quoi. Alors ça se distribue, on a parlé de l'automobile, bien entendu, la mobilité est le premier, mais c'est utilisé aussi parfois dans le chauffage, et beaucoup après pour l'industrie, et de plus en plus pour, en fait, tous nos vêtements sont des fruits du pétrole. Donc on a une addiction au pétrole qui est importante. On vous parle beaucoup, je pense, de renouvelables. Ça, c'est une planche que j'aime bien pour voir un peu les ordres de grandeur. Le vent, c'est une énergie qui est très agréable. Et quand on prend une éolienne, il faut avoir en tête que vous prenez un cube de 10 mètres de côté, donc il fait 1000 mètres cubes, qui est lancé à une vitesse de 80 km/h. Ça produit la même énergie que 8 millilitres de pétrole. Donc on comprend pourquoi on était addict au pétrole. Puisqu'en fait, l'humanité a vécu avec du renouvelable pendant des milliers d'années jusqu'à ce qu'on sache servir des fossiles. Donc c'est important d'avoir ces ordres de grandeur. Après, on peut se dire, oui, mais finalement, on progresse, on est de plus en plus productif. Là aussi, vous voyez, sur 50 ans, si on ramène le dollar de PIB par kilowattheure primaire, on a progressé, mais on a progressé de 30% seulement. Donc on est plus productif, mais pas dans le rapport des besoins. Ce qui fait que la croissance économique dont on parle et qu'on espère tout le temps, en fait, on voit qu'au fil des ans, là, pareil, toujours sur la même période, elle est en train, alors c'est pareil, ça dépend des pays, bien entendu, mais en moyenne, on voit qu'il y a pas mal de variations. En moyenne, elle est en train de lentement se déplacer vers un peu plus d'1%. Parce que les réserves mondiales, elles commencent aussi à plus suivre toute cette croissance de pays comme la Chine, par exemple. Vous avez deux planches qui viennent aussi de Jean-Marc Jancovici. La première, vous avez, c'est le prix du baril de pétrole et le montant des investissements. En fait, les pétroliers investissent quand le prix du baril est élevé, et quand le prix du baril baisse, il y a moins de possibilités d'investir. Et on voit aussi que, en fait, les montants d'investissement sont de plus en plus importants parce que les principaux puits de pétrole qui étaient facilement accessibles, eux, on commence à avoir beaucoup puisé dedans, hein. Ce qui fait que ça vient de Rystad Energy UCube qui donne, alors jusqu'à 2060, c'est une projection, mais on commence à voir qu'en fait, ce qu'on appelle le pic de production, qui est le plateau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de réserve, mais ça veut dire qu'on ne peut plus augmenter la capacité de production. Sur le pétrole traditionnel, est atteint, et on a des ressources complémentaires par le shale oil, etc. Mais de toute façon, on va être sous tension, et donc ça ne sera pas compatible avec une croissance continue de toute l'économie. Alors, je vous donne quelques ordres de grandeur que je trouve intéressants. Alors, on a quelques-uns du nucléaire, je crois. Alors, c'est quand même aussi intéressant d'avoir ça en tête. 1 mégawattheure, c'est 2,4 g d'uranium, ou 80 000 grammes, donc 80 kg de pétrole, ou 108 kg de charbon. Et alors, sur les renouvelables, aussi un ordre de grandeur qui me paraît important à avoir. Si vous avez 10 hectares de surface, avec du photovoltaïque, vous pouvez produire 10 mégawatts. Avec une centrale nucléaire, vous pouvez produire 4000 mégawatts. Donc, le renouvelable, au sens photovoltaïque et éolien, a plein d'avantages, mais il a un gros inconvénient, c'est qu'il est très, très vorace en surface. Alors, je ne vais pas vous développer une autre partie qui est, je pense, au moins aussi importante, c'est les ressources minérales qui commencent à être critiques. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Aurore Stéphan, là, qui fait un centre de conférence, qui est une ingénieure géologique,
qui rappelle, selon les différents matériaux, dans une mine, la proportion du minéral que l'on cherche, du terrain que l'on exploite. Alors évidemment, le fer et l'aluminium, là, on a des réserves pour encore des siècles. Maintenant, si vous regardez le cuivre, on a déjà terminé l'exploitation des mines de cuivre où on avait beaucoup de cuivre. En fait, dans une tonne de cuivre, vous pourrez extraire à peu près donc, 3 kilos de cuivre sur une tonne, quoi. Alors, je ne vous parle pas dans les platinoïdes, c'était connu, mais tous les matériaux qui sont utiles sur l'électronique, par exemple, l'indium, le gallium, là aussi, en fait, pour en extraire les quantités dont on a besoin, il faut une quantité de matériaux énorme. Bien, donc alors ça, c'était la partie ressources. Maintenant, la partie climat. Là aussi, peut-être vous avez déjà vu ça, mais je pense que c'est important. Quand on parle des degrés plus importants en moyenne sur la planète, on a une expérience dans le passé, c'est il y a 20 000 ans, sur l'Europe, donc il y avait 5 degrés de moins en moyenne sur la planète, et en Europe, voilà ce qu'on avait. On avait la Scandinavie qui était sous un glacier de 3 km d'épaisseur. Donc, plus 5 degrés, il ne suffira pas d'enlever un pull, quoi, hein. C'est quelque chose qui a donc un impact beaucoup plus grand que la température à la météo, quoi, hein. Et alors, surtout, ce qui est important, c'est qu'évidemment, le globe a déjà vu des tas de variations de température, on l'a vu. Simplement, elles ont toujours été assez lentes. Et ce qui se passe dans l'époque récente, c'est la pente que vous voyez ici. On a eu des grosses variations, mais qui s'étalaient sur des milliers d'années. Et là, en un siècle, on a déjà augmenté d'1 degré et quelques par rapport à 1870. Donc, on a une pente très forte. Et ça, à cause des activités humaines, puisque la cause essentielle, c'est donc la croissance des gaz à effet de serre. Donc ici, vous avez une planche qui montre les différentes zones géographiques. Évidemment, ça a d'abord été l'OCDE qui a été le premier, mais maintenant, on voit évidemment que l'Asie avec la Chine est en train vraiment d'augmenter très, très fortement cette production de gaz à effet de serre. Alors, ils ont une caractéristique, les gaz à effet de serre, c'est qu'ils aiment bien s'installer dans l'air, et une fois qu'ils y sont, ils y restent assez longtemps. Alors, ça dépend des gaz. Le CO2, pour qu'il se résorbe complètement, il faut pratiquement 10 000 ans. 10 000 ans. Puisqu'en fait, c'est un oxyde. Et un oxyde, pour casser la molécule, il faut de l'énergie. Alors, les autres gaz à effet de serre, je ne vais pas tous les passer en vue, celui qui est très important, c'est le méthane. Alors, le méthane, vous savez par exemple que les bovins, on va avoir une illustration tout à l'heure, rotent et produisent du méthane. Et le méthane, à court terme, donc sur les premières années, est 90 fois plus actif sur l'effet de serre que le CO2. Mais comme ce n'est pas un oxyde, lui, il s'oxyde et donc il finit par se résorber bien avant le CO2. Donc en une centaine d'années, on l'aura évacué. Mais comme nos défis sont quand même dans les quelques années qui viennent, le méthane est un gaz à effet de serre qui est très très impactant et qu'il faut prendre en compte. Alors, donc du coup, il faut comprendre que si on veut rester donc, en deçà d'une augmentation de température d'1,5 degré, ou mettons de 2 degrés, on a une sorte de budget de CO2 ou de gaz à effet de serre qui est devant nous. Et pour faire court, en fait, il nous reste le tiers de ce qu'on a émis depuis 1850 à émettre avant d'atteindre cette limite, alors qu'on est 4 fois plus nombreux sur la planète qu'au XXe siècle. Ça montre l'ampleur du coup de frein qu'il faut donner sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il nous reste le tiers de ce qu'on a dépensé, et on est 4 fois plus nombreux. Alors, comment ça se répartit la contribution humaine? C'est ce que j'ai un peu commencé à vous dire. Donc là, j'ai deux cartouches, un sur le monde et un sur l'Europe. Donc l'Europe étant plus industrialisée, ça ne donne pas tout à fait la même répartition. Mais en gros, l'agriculture, c'est 20%. Et ça, bon, c'est la nourriture.
Le transport, c'est 14. La production électrique, donc les centrales à charbon, c'est 20%. Oh, mince. Alors là, j'ai fait encore une bêtise. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Bon, après, dans l'industrie, les cimenteries, donc le bâtiment aussi a l'importance. En Europe, donc, vous voyez, par exemple, l'agriculture et la consommation de viande bovine, c'est 6%. L'automobile dont on parlait tout à l'heure, c'est 10%. Donc, ce sont des ordres de grandeur qui sont quand même pas si loin que ça, quoi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on a quand même un mur devant nous et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le GIEC a défini 3 axes et 4 scénarios. Donc, les 3 axes, le premier étant donc, réduire la consommation de carburants fossiles. Le deuxième, je vous l'ai mis en bas, donc c'est agriculture, forêt et autres usages de la terre, donc pour avoir le maximum d'effet de la photosynthèse. Et le dernier effet, c'est de la captation du CO2 et son stockage. Alors, inutile de dire que donc, ces 4 scénarios, celui-ci est le plus impactant sur l'activité humaine, mais qui est le plus, je dirais, le plus crédible. Le quatrième, où on espérerait que la captation et le stockage du CO2 puissent faire cet effet-là, entre nous, je pense que ça fait partie des rêves. Donc, je vais plutôt m'attacher au premier axe, qui est donc la réduction de nos émissions. Alors, il y a un Japonais qui s'appelle Kaya, qui a fait une équation qui est celle-ci, donc, où on décompose en fait le CO2 en 3 facteurs. Le contenu en gaz carbonique de l'énergie, donc là, la lignite est moins bien que le nucléaire. L'intensité énergétique de l'économie, une pièce de théâtre, ça fait moins de CO2 que produire de la verrerie, par exemple. La production par personne, et puis donc la population. Donc on va dire qu'on ne s'occupe pas de ce levier-là, puisque ça, c'est un fait. Alors malheureusement, quand on prend un peu chacun de ces 3 leviers jusqu'ici, on ne prend pas le bon chemin. Donc, si vous prenez le premier qui était le contenu en gaz carbonique de l'énergie, on a vu tout à l'heure les progrès. Là, on a mis 10% parce qu'on a pris une période plus courte, mais enfin, on a fait 30% en 50 ans. Donc, sur le contenu en CO2 de l'énergie, lui, il est resté stable parce que la croissance, par exemple, de la Chine s'est faite beaucoup avec des centrales à charbon, par exemple. La production par personne, elle, croissance de la population et productivité font qu'on produit de plus en plus. Donc pour l'instant, ce facteur-là, il est en augmentation. Et la population, elle, donc, elle pourrait se stabiliser aux alentours de 9 milliards. Enfin, on voit que sur chacun des termes de l'équation, pour l'instant, on n'est pas en trajectoire. Alors, l'autre point, c'est finalement cette transformation. Pourquoi il y a tant d'urgence? C'est que finalement, on voit bien que l'horizon pour le climat, c'est 20 à 30 ans, mais sur l'ensemble des axes sur lesquels on peut jouer, et on n'a pas mis l'agriculture, on a une forte inertie. Chacun de ces secteurs-là, on ne peut pas, par un coup de baguette magique, changer en quelques années. Donc on a finalement à la fois un défi sur le résultat qui est sur 20 à 30 ans et des actions qui, elles, demandent aussi de la durée. Évidemment, ce qui serait le plus agréable pour nous tous, c'est qu'on puisse trouver des réponses purement technologiques pour garder les usages tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut les mobiliser, mais on verra tout à l'heure qu'il va falloir aussi accepter, on parle souvent de sobriété, il va falloir combiner 2 choses. Tout ce qui est possible au niveau technologique pour maintenir les usages que l'on a aujourd'hui avec moins de consommation de fossiles. Et ça ne suffira pas, il faudra ajouter des changements d'usage. Alors, pour ça, électrifier est un des leviers importants compte tenu de la chaîne des rendements. Bon, puis ensuite, je vous passe un peu les autres éléments. Alors, électrifier les usages, oui, sauf que tout n'est pas remplaçable aussi facilement que ça.
Il faut savoir que 70% de l'alimentation de nos machines, c'est le pétrole. Donc le basculement sur l'électrique ne peut pas se faire non plus très rapidement. Et il y a des contraintes. Alors si on le fait avec du renouvelable, on aura un problème avec les surfaces. Et puis on a aussi donc, des contraintes sur les carburants de synthèse par exemple, et sur les matériaux, si on parle par exemple des batteries. Alors, l'électrification est fondamentale, mais il faut évidemment avoir une production électrique décarbonée sur l'ensemble de son cycle. Ici, je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi. Donc, il y a 3 formes d'énergie électrique qui sont les plus basses, mais qui ne sont pas à strictement zéro. C'est nucléaire, éolien, hydraulique. Le photovoltaïque, dépendant de l'endroit où on fabrique les cellules photovoltaïques, est plus ou moins important. Et puis, ben, évidemment, le pompon, c'est les lignites. Quand on sait que nos voisins allemands continuent à exploiter largement leurs ressources de lignite, quoi. Et oui, il y a quand même les ordres de grandeur. Hein. Donc là c'est un facteur 10 000, quoi. Alors, produire de l'énergie décarbonée, donc c'est aussi vers quel mix électrique s'orienter. Donc aujourd'hui, en fait, si on veut utiliser plus l'électricité pour nourrir nos machines, il faudrait passer, alors ça c'est la France, passer de, donc c'est 550 TWh à 700. Et donc il y a 40% qu'il va falloir construire en plus. Et donc là aussi, ben, c'est trouver un mix de différentes solutions, mais à chaque fois, on va tomber sur plusieurs limites. Les matériaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou les sols. Donc, je vais développer un peu plus sur la partie mobilité. On ne va pas échapper à regarder comment réorganiser collectivement aussi nos activités pour avoir finalement une qualité de vie qui soit le plus maintenue, mais qui soit moins vorace donc en consommation d'énergie et de différents matériaux. Ce qui nous amène à ma troisième partie. Et là, je vais faire un zoom sur un domaine que je pratique plus, qui est la mobilité. Alors, chez Renault, Nadine nous a rejoint. Là, on avait fait, quand j'étais patron de la recherche et de l'innovation, on avait fait un exercice de scénario du plus, je dirais, plus favorable au plus critique, donc du scénario rose au scénario noir, en prenant donc les paramètres influents. Alors ça, finalement, c'est un exercice qu'on a dû faire, je crois que c'était en 2011 ou 2012. Mais quand je le regarde aujourd'hui, il reste tout à fait valide. Donc je ne vais pas vous faire en détail les 4 scénarios. On va regarder les 2 extrêmes. Donc le premier, c'est la fée technologique qui va tout résoudre. Probabilité n'est pas de 1. Bon, là, je ne vous détaille pas tout, mais dans le monde de l'automobile, on avait effectivement considéré qu'il y a un certain nombre de ruptures qui pourraient nous être utiles. Bon, photosynthèse ultra rapide, ça c'est peut-être un peu utopique, mais il y avait les batteries, les ruptures dans les batteries, l'hydrogène à bas coût, etc. Finalement, il fallait que notre industrie mette le paquet sur la recherche fondamentale dans ces domaines-là, des partenariats, et puis aussi une ingénierie qui soit capable de s'adapter rapidement. Et puis le scénario noir, je pense qu'il ressemble un petit peu plus à ce qu'on croit vivre en ce moment. C'est qu'il n'y a pas de régulation mondiale, le chacun pour soi est un peu la règle, et puis finalement, il y a un partage par la force des ressources, il y a des conflits, et puis les désordres climatiques commencent aussi à avoir des impacts. Alors si on regarde pour l'automobile les conséquences, donc le véhicule peut être aussi une sorte de lieu de repli. Il y aura une baisse importante de la mobilité longue distance qu'on a pu voir aussi pendant le Covid. Une baisse potentielle du marché automobile avec 2 segments qui vont finalement occuper le plus le terrain. Il continuera à y avoir des gens riches, donc ils prendront du premium. Et pour la majorité des gens, le segment qu'on appelle segment entry, donc les Dacia Logan par exemple, ont beaucoup d'avenir et tout le marché qui est au milieu, lui, est plus en danger.
Et puis, un développement de l'économie circulaire, puisque la rareté des matériaux va nous imposer d'être beaucoup plus capables de réutiliser des matériaux déjà employés. Alors, juste pour faire un petit peu de fun, je pense que c'est bien parfois de faire attention d'éviter de croire aux miracles. Et je prends 3 miracles qu'on entend très souvent. Le digital change tout, et là, c'est formidable. L'hydrogène, ça, c'est merveilleux, ça fait de l'eau, donc c'est propre. Et puis le véhicule autonome va tout résoudre. En fait, puisque 90% des accidents sont de cause humaine, grâce à la voiture autonome, il n'y a plus d'accidents. Bon, la réalité est sans doute un peu moins idyllique que ça. Donc le numérique, en fait, ça part dans les gaz à effet de serre, est en croissance continue. On était à 6% de croissance par an, mais c'est en train de s'accélérer. Et alors, il y a plusieurs courbes. Ça, c'est ce qu'il faudrait réussir à faire pour commencer à casser la courbe. On est plutôt parti sur celle du haut, quoi. Le 5G est formidable, mais si c'est pour pouvoir regarder un film sur Netflix sur son smartphone, je ne suis pas sûr que ce soit absolument vital, mais c'est possible. Donc, le numérique, c'est sans doute une voie à explorer, mais en la mettant aussi sous contrainte pour ne pas en faire n'importe quoi. L'hydrogène, alors là, c'est une planche qui me vient de Genvia, qui est la société qui est d'une joint venture entre Schlumberger et le CEA. Alors, qui explique finalement que le stockage d'énergie peut être fait selon plusieurs modes. Ils ont pas du... Si, pump storage, je pense que c'est peut-être comme l'hydraulique, mais bon, les batteries, en gros, bien sur un domaine qui va être limité en capacité. Après, le temps de décharge, là, quand vous voyez une journée, ça commence à se décharger sur une journée. Une batterie de voiture, si vous laissez votre voiture électrique pendant 3 semaines sans vous en servir, vous aurez encore pratiquement 95% de votre batterie. Par contre, ça ne permet pas de faire de l'intersaison. L'hydrogène, lui, permet de faire des stockages de capacité beaucoup plus grande et qui peut être intersaison dans ce cas-là. Mais ce qui est embêtant, là, je reviens sur la physique, qui est la tête dure, la chaîne des rendements pour l'hydrogène est beaucoup moins bonne que par la batterie. Alors, on va prendre que à partir de ceci, puisque là, c'est la production électrique qui elle-même a son rendement, mais admettons qu'on ait l'électricité. Dans le cas d'une batterie, vous avez un rendement de 95% pour la charger et 90% pour la fournir à la voiture. Dans le cas de l'hydrogène, vous commencez par l'électrolyse, vous avez un rendement de 70%. Ensuite, il faut soit le comprimer, soit le liquéfier. Donc, vous avez un rendement de 90%. Et la pile à combustible, la physique qui est là est incontournable, c'est 50% de rendement. Donc, en fait, vous avez une chaîne de rendement qui est 3 fois moins bonne par le chemin hydrogène que par la batterie. Dit autrement, il faut 3 fois plus de fourniture électrique si on prend un chemin par l'hydrogène. Donc, c'est bien l'hydrogène, mais encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir. Et puis la voiture autonome, alors ça, c'est mon complice Luc Julia qui, je pense, s'est fait référence dans le domaine de l'IA. Il affirme, et je partage, que le fameux niveau 5, c'est-à-dire que une voiture pourra remplacer l'être humain dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel voyage, ça, jamais. En revanche, sur ce qu'on appelle des ODD, donc qui sont des Operational Design Domain, qui sont limités dans des conditions où on limite les risques, là, effectivement, la voiture autonome peut avoir toute sa place. Mais il faut éviter de faire croire que ça va tout résoudre. Simplement, ça peut avoir un emploi précis dans des conditions où on sait maîtriser la sécurité. Alors, donc je vous ai parlé de l'équation de Kaya. Nous, on s'est livré à faire une application de l'équation pour la mobilité. Donc, on a rajouté un facteur. Et vous allez voir comment on peut s'en servir. Donc, le premier terme, c'est effectivement la part énergétique, enfin la part CO2 de la production d'énergie. Ensuite, c'est l'efficacité énergétique de la voiture, donc, sa résistance à l'avancement. Après, il y a le taux d'occupation.
ou son inverse. En fait, c'est plus le véhicule est occupé, moins il y a de véhicules qui circulent pour faire les mêmes trajets. Et puis le dernier, c'est les déplacements moyens. Et alors, ce petit tableau que je ne vous détaille pas, mais si donc, il faudrait qu'on réduise de 90% le CO2 du transport d'ici 2050 pour être en ligne avec les objectifs climatiques. Donc, si on agit sur les 4 leviers tout de suite, un effort de 2% par an sur chacun des leviers peut marcher. Ce qui n'est pas un mince effort, hein. Mais si on attend 20 ans pour commencer et qu'on agit sur un seul facteur, il faudra progresser de 25% par an pour atteindre l'objectif. Donc le message, c'est attention au message qui est on a la solution. Par exemple, on a décidé qu'on passait à la voiture électrique en 2035, donc c'est bon. Malheureusement, ça va être nécessaire, mais ça ne va pas suffire. Et puis là, je vous donne quelques exemples du coup qui combinent comportement et technologie. Donc typiquement sur le premier terme, là il n'y a que les technos qui peuvent jouer, hein, ce n'est pas le comportement. Par contre, sur le deuxième qui est l'énergie consommée pour rouler, il y a eu beaucoup de débats sur le 110 au lieu de 130. C'est pareil, là, ça se calcule très facilement. Si on passait en France de 130 à 110 sur autoroute, on gagnerait 6% du CO2 émis par les voitures par an. Ça. Et je ne connais pas beaucoup de mesures qui soient aussi efficaces et aussi peu chères, quoi, hein. Bon. Après, vous avez sur les déplacements, évidemment, tout ce qui est l'alternative à la voiture. Et puis, ne pas faire de déplacement. Le télétravail fait partie, mais avec aussi quelques effets rebonds, malheureusement. Alors, donc l'automobile, pareil que le pétrole, pourquoi c'est aussi répandu? C'est que c'est quand même le couteau suisse de la mobilité. On peut la prendre pour faire 200 mètres et aller acheter son pain ou partir en vacances à 1000 km. Donc ça sert en fait, c'est extrêmement adapté à bouger très librement. Et donc ce que je vais partager avec vous, là, c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la FISITA avec les collègues et Nadine Leclerc, là. Donc, il faut avoir en tête que les effets de parc, hein, la flotte mondiale de voitures, c'est 1,450 milliard de voitures. Et le marché annuel, c'est 60 millions. Donc, il y a un rapport 20 entre ce qu'on vend chaque année et la taille du parc. Dit autrement, pour renouveler le parc, ça ne va pas se faire en 2 ans, quoi. Il faut une bonne vingtaine d'années au moins pour le faire. Et ça, c'est vrai si vous le prenez marché par marché. Donc, il va être indispensable d'agir pas seulement sur les véhicules neufs, mais aussi sur la flotte existante. Alors ici, j'ai repris les 3 facteurs de l'équation de Kaya. Prenez ça plutôt comme des illustrations d'actions qu'on peut faire. Et ce n'est pas limitatif. Là, je pense que se creuser la cervelle pour apporter d'autres solutions sera utile. Donc, le télétravail est une solution possible, mais encore une fois, il y a des effets rebonds. Et alors, une deuxième, c'est une start-up que j'accompagne là, qui a fait quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle 1 km à pied. Et en fait, leur constat, c'est que 45% des actifs travaillent pour des employeurs qui sont multisites. Et il se trouve que, alors ils ont fait l'exercice avec Point P, il se trouve que sur cette entreprise, sur 1000 salariés, il y en a 153 qui pouvaient trouver le même job, puisque tous les points P sont organisés pareil, à moins de 6 km au lieu de plus de 10. Ils ont fait l'exercice. Ça fait une économie pour chaque salarié, alors c'était avant l'augmentation des carburants, de 1 800 € par an, et pour l'entreprise, c'est un gain de CO2. Donc ça, en fait, les entreprises ne sont pas organisées pour optimiser finalement les trajets domicile-travail. C'est un axe qui peut être utile puisque là, on ne fait pas d'injonction aux gens, vous devriez faire ça, en fait, on facilite l'exercice. Le deuxième, alors c'est une start-up que nous connaissons, Nadine et moi, très bien, qui s'appelle Ecov, alors qui a travaillé sur le covoiturage, donc le covoiturage pour les trajets du quotidien. En fait, leur sujet a été de choisir des axes où il y a beaucoup de flux. Ici, vous avez l'exemple qui est sur Bourgoin-Jallieu vers la banlieue immédiate de Lyon, où l'activité se tient. Donc, ils font des arrêts
de covoiturage où le covoituré, lui, il se rend à l'arrêt le plus proche, il indique sa destination qui apparaît sur un panneau que le covoitureur peut voir. Et donc, alors sur Bourgoin-Jallieu, quelques chiffres intéressants. Ils ont donc le temps d'attente, c'est à peu près 4 minutes, parce qu'il y a beaucoup de flux. Et l'an dernier, 20% des covoitureurs ont revendu leur deuxième voiture qui leur servait à faire ça parce qu'ils préfèrent covoiturer. Donc, c'est dans les zones qui sont peu denses, on ne peut pas mettre de services de transport en commun avec des bus ou des tramways, mais c'est possible avec ça. Après l'éco-conduite, alors après, sur la résistance à l'avancement, l'éco-conduite, il y a un potentiel, on peut revenir sur les questions si vous voulez, mais qui existe. Alors, il y a des pneus à faible résistance et les huiles bas frottement qui sont du consommable, sur lequel il y a un potentiel important. Des pneus à faible résistance pourraient réduire de 6% la consommation des voitures et les huiles bas frottement de 3%. Donc ça peut s'appliquer à la flotte existante. Et puis, il reste le carburant. Alors là, je ne vais pas vous détailler la planche parce que je vois que le temps s'écoule. Évidemment, là, vous avez les émissions sur tout le cycle de vie pour différents types de motorisation, donc véhicules électriques jusqu'aux véhicules essence. Alors, on peut voir que le véhicule électrique est quand même, selon les cas, le plus efficace. L'hybride rechargeable peut, sous certaines conditions, s'en rapprocher. Et des carburants comme le 85 de génération 2, donc avec la paille et pas les graines, peut être aussi assez performant. Alors les biocarburants, on en parle un petit peu maintenant avec les Allemands là, qui font la promotion de l'e-fuel. Il y a quand même plusieurs secteurs qui se battent pour avoir accès à ces carburants neutres en carbone. Donc, ils peuvent être efficaces, mais ils seront insuffisants pour couvrir le parc. Bon, ça, je vais peut-être... oui, c'est un peu la même chose, je vais passer. Donc là, de ce qu'on a vu à la Fisita, si on fait finalement le cumul un peu de ce potentiel, encore une fois, c'est plutôt un potentiel, on voit qu'on pourrait avoir sur le parc entier un gain qui pourrait atteindre plus de 25%. Et ça, finalement, ça fait, en termes d'impact, si on prend l'Europe, c'est l'équivalent de basculer une centaine de millions de véhicules thermiques en véhicules électriques. Parce qu'un véhicule électrique aujourd'hui n'est pas zéro émission strictement, hein, donc il y a la production, donc c'est important d'agir sur le parc. Bon, là je vais aller un peu plus vite parce que je pense que le temps s'écoule. Ça, c'est juste pour vous rappeler que les modes de transport par classe de trajet, donc en rouge c'est la voiture, donc moins de 1 km, fort heureusement la marche est quand même largement majoritaire, mais dès que vous êtes au-delà d'1 km, la voiture occupe une place importante. Et très certainement dans la classe des 1 à 5 km, là il y a des alternatives possibles. Le vélo ou le vélo assistance électrique, à condition que l'infrastructure soit adaptée, pourrait aussi jouer un rôle. Donc l'avenir, si on veut commencer à se désaccoutumer de la voiture, sera multimodal. Là je ne vous détaille pas non plus, mais selon les situations, soit il y a possibilité d'accéder à un transport public et il faut faciliter le trajet entre le domicile et la gare, soit il n'y a pas, et là il faut plutôt favoriser le partage des voitures comme le covoiturage, comme on a vu tout à l'heure. Et il faudra aussi se lancer dans des véhicules qui soient peut-être plus dédiés. En fait, le portefeuille des véhicules va s'enrichir, donc vous voyez qu'il y a... les scooters électriques sont de plus en plus à la mode, les vélos assistance électrique et leurs dérivés pour le fret aussi. On voit des objets comme, donc il y a, chez Renault, c'était le Twizy et chez Citroën, c'est l'Ami. Et puis des véhicules faits pour faire des navettes. Donc ça on va avoir quand même une diversification des objets pour être plus ciblés. Et puis pareil pour le fret. Alors ils seront tous électriques, Ils seront tous électriques, de plus en plus partagés, et certains pourraient être autonomes. Bon, là, je passe un peu vite, mais dès lors que c'est électrique, le véhicule électrique aussi peut participer au réseau d'énergie. Donc, c'est un deuxième avantage induit de la traction électrique.
La résilience va être de plus en plus nécessaire, donc les circuits courts vont s'imposer. Donc je parlais d'économie circulaire tout à l'heure. On a subi la crise des semi-conducteurs parce qu'on a construit une économie qui était dans un moment où tout va bien. Et donc sourcer à l'autre bout du monde, à 10 000 km, est très efficace économiquement quand tout va bien. Quand il y a un grain de sable dans la machine, on a peut-être fait des économies de quelques euros par voiture, mais là, on a perdu des voitures parce qu'on n'avait pas la pro. Et puis, aussi, penser à une économie qui sera plus frugale et pas la course à l'armement. Voilà, donc je vais conclure. Je pense que je suis à peu près à l'heure. Alors, les problèmes liés à la mobilité et l'énergie sont multifactoriels. Ça aussi, je pense qu'on est un peu accoutumé à, jusqu'ici, avoir la possibilité de faire des zones où chacun est autonome dans son métier. Ça, de plus en plus, il va falloir accepter d'avoir une coopération intersecteur. Donc, d'abord, la mobilité, il faut que les territoires soient beaucoup plus partie prenante. Au niveau des entreprises, donc, on va avoir combiné différents moyens nécessaires. Et puis, il faudra faire coopérer différents types d'acteurs, les fournisseurs d'énergie, comme on l'a vu, les opérateurs d'infrastructures, le digital, les constructeurs, évidemment, les propriétaires de flotte, les opérateurs de mobilité. En fait, il faut qu'il y ait une concertation plus étroite entre tous les acteurs pour optimiser un système qui n'est plus découpé en silos, quoi. Et puis, là aussi, il faudra accepter d'agir à tous les niveaux. Hein. Donc, alors ça vient du Shift. Je vous recommande donc le plan de transformation de l'économie française qui est intéressant. Donc, il y a le producteur, le citoyen associatif, le consommateur, le secteur public et les entreprises. En fait, si on veut réussir, personne ne sera, je dirais, épargné par une partie de l'effort. Et il se trouve que les Chinois sont peut-être pas les plus vertueux sur les émissions de CO2, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le côté comment organiser des écosystèmes, là, ils ont pris beaucoup d'avance. Et alors là, c'est pas le marché ou la coopération volontaire qui s'est imposée, c'est l'État stratège qui a distribué les rôles. Mais le fait est que c'est un domaine dans lequel ils sont en train d'être puissants. Voilà, donc pour conclure, ce que je vous propose de retenir, c'est que l'environnement et les ressources vont contraindre notre économie, ça c'est un peu une évidence. La course à la technologie ne va sûrement pas tout résoudre. Certains le pensent, mais franchement, ça c'est pas vrai. Et la croissance économique n'est pas l'hypothèse la plus certaine. Alors si on ne veut pas aller dans le mur, puisque ce n'est pas l'objectif, c'est possible. Donc, si déjà on arrête de procrastiner, c'est-à-dire que dès maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la planche, là, si on agit tout de suite sur les 4 facteurs, on a une chance de s'en sortir. Plus on laisse de temps et plus ce sera difficile. Il faudra accepter de combiner la sobriété et les progrès technologiques. Et puis, il faut vraiment accélérer l'économie circulaire, ce que fait la nature très très bien depuis toujours. Et accélérer les coopérations, notamment publiques-privées. Bref, si nous mobilisons tous, on peut ne pas aller dans le mur. Alors, je vous signale 2 bonnes lectures. Donc là, c'est le livre que j'ai coécrit avec Luc Julia, et puis le document du Shift Project. Et puis, si vous êtes encore plus intéressé, je vous ai mis plein de vidéos ou de liens qui vous permettront d'aller plus loin. Alors, je vous signale un bouquin qui se lit comme un roman, c'est Or Noir de Mathieu Ozano. Ça, c'est absolument passionnant et ça fait comprendre beaucoup de choses. Merci pour votre attention. On doit avoir des questions sur le chat. Peut-être qu'on va donner la parole à nos amis qui sont loin de nous. C'est vrai, surtout de réfléchir à vos questions à vous, qui viendront après. Alors, on a une première question de M. Ronconi qui nous dit « Nos sociétés sont basées sur la croissance. Tout nous indique qu'il faut décroître. Qu'en pensez-vous » Alors après, comme on l'a vu dans l'équation de Kaya, il y a plusieurs formes de croissance.
Une croissance qui est basée sur une croissance de puiser dans les ressources de la planète, ça, on peut oublier. Maintenant, une croissance économique qui est, je dirais, plus activité humaine, qui est moins vorace en matériaux ou en énergie, c'est sans doute ça qu'il faut rechercher. Bon, j'évoquais tout à l'heure, la culture, l'éducation sont beaucoup moins impactants sur les ressources de la planète que l'achat de produits manufacturés plus ou moins importants. Donc, il va falloir réfléchir à une croissance, une activité économique humaine qui soit moins vorace en ressources et qui pourrait croître dans ce cas-là. C'est vrai, vous ne pensez pas que tout ça s'applique plutôt aux pays développés? Parce que expliquer aux Africains ou même aux Chinois de l'intérieur qu'il faut qu'ils modèrent leur croissance parce qu'on a consommé, nous, les 2/3 du potentiel, c'est un message qui est difficile à faire passer. Absolument. Après, chacun s'accroche. Je pense que puisqu'on est en Europe, nous, il faut qu'on soit préparé à ça. Après, là, on va tomber peut-être dans des débats plus philosophiques. Je ne suis pas intimement persuadé que les Tahitiens, quand ils ont bénéficié du confort moderne, ont une vie beaucoup plus agréable qu'avant. Donc l'idéal de notre monde existe. Est-ce que c'est le seul idéal? Je ne sais pas. On va peut-être prendre une question dans la salle, qu'on alternera éventuellement. Question dans la salle. Jean-Luc Andrieux. Oui. J'ai la chance d'être très calme comme toi. Moi, je suis perturbé par le e-commerce, en fait, et par les conséquences du e-commerce. D'abord, est-ce qu'on est capable d'identifier ce qu'il génère comme nuisance, et puis comment est-ce qu'on peut imaginer limiter ça, quoi. En fait, l'informatique permet probablement de faire un tas de progrès, je parle du covoiturage, etc., et l'utilisation de l'ordinateur pour ça. Mais bon, l'e-commerce, comment on fait, quoi? On est de plus en plus libre d'acheter et de renvoyer ce qu'on ne voulait pas. De renvoyer ce qu'on ne voulait pas, etc. Ce qui génère quand même un tas de transport. Alors, dans le livre, nous, ce qu'on disait, mais on était plus à recommander de mettre un peu de matière grise autour de ça. Il n'y a pas de progrès sans mesure. Donc la première des choses, c'est déjà que sur la livraison ou sur l'e-commerce, on puisse mesurer l'impact, parce qu'à partir de là, on peut commencer à réglementer. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, c'est pas... Alors, là aussi, sur la partie e-commerce, donc il y a la partie purement numérique qui est la commande, où ça, il y a des pistes possibles sur les serveurs. Et sur la livraison, aujourd'hui, les livraisons sont quand même travaillées pour que le livreur fasse un trajet le plus efficace, mais il n'y a pas du tout de liaison. Un citoyen ou un client qui va acheter à plusieurs commerces en parallèle, il y aura autant de livreurs, quoi. Donc il y a potentiellement mais la première des choses, je pense, ce serait de mesurer pour savoir de quoi on parle et comment on peut réglementer, quoi. Mais c'est une dimension. Hein. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas s'il faut être rassuré ou inquiet, bon, chacun répondra. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des changements profonds, culturels, sociétaux à mettre en œuvre. Oui. Et comme par nature, l'être humain n'est pas changé, vous voyez, il y a un peu d'incompatibilité. Donc, est-ce qu'on ne va pas finir, comme vous l'avez un petit peu évoqué avec la Chine, finalement, est-ce qu'il ne va pas falloir décider d'en haut et finir par imposer? Vous avez dit que ça marchait, du chinois organique, des écosystèmes, etc., qui sont plus efficaces. C'est ça qui est inquiétant, finalement, non? Est-ce qu'on n'arrive pas à cette conclusion? Alors, je vais vous restituer ce que dit souvent Jean-Marc Jancovici. Je vais pas dire, je vais le citer, je ne dis pas que je pense vraiment ça. Ce qui fait remarquer, c'est que les démocraties modernes, je ne parle pas des démocraties grecques ou romaines de l'époque, qui étaient démocratiques pour une petite proportion de la population. En fait, il y avait quand même beaucoup d'esclaves et de... Bon. Les démocraties modernes, elles sont apparues quand on a pu promettre, quand les politiques ont pu promettre du mieux pour tout le monde.
donc quand il y avait de la croissance. À partir du moment où on ne pourra pas promettre à tout le monde du mieux et qu'il faudra dire ah, ben tiens, vous, je vous prends 20% pour le donner à monsieur parce que je pense que c'est mieux pour la société, la démocratie risque d'être difficile. Donc je pense qu'effectivement la démocratie est très compatible avec une croissance continue. Quand il n'y a plus de croissance, c'est possible qu'on ait des désordres, des frictions. Quand on voit ce qui se passe pour les retraites, par exemple, Ouais, inquiet ouais. pour des... Bon, mais... On a une question Internet. Oui. Tout à fait. On a Christian Prin qui vous demande faut-il considérer que la seule réglementation plus rigoureuse, notamment sur le transport maritime et terrestre, pourra constituer un facteur décroissant efficace plus que la régulation de l'énergie via les règles actuelles de la concurrence pour le commerce mondial? Alors, je ne suis pas sûr d'être pertinent pour répondre. Une des difficultés, et on le voit déjà avec une région comme l'Europe, c'est d'avoir une gouvernance, puisque le climat, le CO2, il ne choisit pas son pays, hein, il se dilue dans toute l'atmosphère. Et il n'y a pas de gouvernance mondiale. Donc, arriver à mettre tout le monde au pas là-dessus, je pense que c'est souhaitable, mais ce n'est pas fait, quoi. Quand on explique aux Européens qu'il faut baisser d'1 degré les piscines et qu'on conditionne les stades de foot au Qatar, il y a un petit écart. C'est ça. Donc, c'est vrai que on peut, comme je pense l'avoir montré dans la présentation, il y a beaucoup de limitations qui sont devant nous. Est-ce que l'humanité va être capable de ne pas attendre le dernier moment pour enfin réagir? Ça. Oui, je crois que la grande question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on sera capable de s'organiser avant des crises majeures? Oui, c'est. Mais elles sont pas éviter les crises majeures. C'est vraiment le petit exemple, mais il y a beaucoup de débats sur les limitations de vitesse. Il faut savoir qu'elles sont apparues au moment du premier choc pétrolier. Et à ce moment-là, ceux qui s'en souviennent, il n'y avait plus d'essence dans les stations-service, le prix avait grimpé, là c'était pas facteur 2. Et là, personne n'a fait de réaction sur les limitations de vitesse sont apparues à ce moment-là. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. À l'époque, le choc était tellement violent que ça s'est imposé à tout le monde. Le problème du climat, c'est que ça chauffe, mais c'est comme la grenouille dans l'eau tiède, hein, ça chauffe lentement. Et du coup, on se dit, oui, bon, ok, c'est important, mais bon, so what? Donc je pense, une des difficultés. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Il y en a plein. Oui, Thierry Dusserin, je suis issu du monde de l'énergie, mais c'est pas très loin. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question qui fait suite à la lecture que j'ai eue d'un ouvrage que vous ne citez pas. Alors, c'est l'ouvrage de Guillaume Pitron sur les terres rares et les métaux rares. D'accord. Et je voudrais vous demander, quand on lit cet ouvrage, on comprend qu'on va avoir un problème global d'accès à des ressources qui sont nécessaires pour faire cette transition à la fois numérique et à la fois écologique. Absolument. Et en plus de ça, on arrête le pétrole parce que ça abîme la planète, et on va aller extraire des tas de métaux qui vont aussi peut-être abîmer la planète. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce paradoxe, en fait, qui fait qu'il y a une face sombre derrière tout ça, donc on ne parle vraiment pas beaucoup, et qui me paraît, qui fait qu'on ira peut-être dans le mur, d'ailleurs. Alors j'ai juste fait allusion avec la planche d'Aurore Stéphan. Alors là, pour le coup, c'est aussi important, alors, sur l'énergie, de prendre un peu de hauteur et de choisir des productions d'énergie qui sont les moins consommatrices de matériaux. Alors, le nucléaire a cet avantage d'être très dense, mais ne permettrait pas de couvrir toute la planète dans le délai. En tout cas, il ne faut pas se l'interdire parce que c'est quand même très, très efficace. Mais les modes renouvelables de type éolien et photovoltaïque sont très très consommateurs de matériaux. Donc, et il faut de l'énergie pour les produire aussi. Donc oui, et ça, vous avez raison, c'est les écologistes politiques ont trouvé la martingale, mais c'en est pas une. Hein.
C'est vrai que c'est aussi une grosse difficulté. Quand on parle de croissance, comme vous l'avez dit, Oui. moins consommatrice, finalement plus vertueuse, Oui, oui. en fait, c'est pas exactement ce qui se dessine. C'est vrai, tout à fait. Autre question? Moi, j'avais une question un peu plus pratique. Pour revenir à votre estimation des quantités d'automobiles dans le monde et le temps de renouvellement. Oui. Pourquoi des constructeurs, par exemple comme Renault, ne proposent pas des solutions pour les véhicules existants pour les rendre moins polluants? Parce qu'on nous parle d'acheter des voitures neuves et donc si on regarde le cycle de vie, il faut puiser dans la terre pour les fabriquer. Et les voitures existantes, elles sont là. On ne pourrait pas lancer une activité plus pratique de dire vous avez une voiture tel type, je vous propose ce kit pour la rendre moins polluante. Ça ne va pas être parfait. Alors, votre description de... Alors j'ai donné deux exemples. Alors, il y a trois pistes qui sont pas rocket science et qu'on peut appliquer tout de suite. L'éco-conduite, parce qu'il se trouve quand même que le conducteur qui est assisté pour conduire mieux sa voiture, il y a un potentiel. Hein. Alors, plus ou moins grand. Quand c'est une voiture... Alors, ça peut être avec une appli qui est sur un smartphone, mais par exemple, alors, le pire, c'est la voiture, je dirais, traditionnelle avec une boîte manuelle. Combien de conducteurs sont sur le bon rapport de boîte? Pas 100%. Hein. Évidemment, plus la voiture est moderne, type hybride, et moins le type de conduite étant déjà beaucoup assisté par la voiture sera moins important. Mais ça c'est un premier axe. Le deuxième, les pneus et l'huile. J'ai montré, il y a 6% pour les pneus et 3% pour les huiles. Ça, je peux vous dire qu'on va faire du porte-voix dans la Fisita pour ça. Après, le reste, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie des actions, hein, tout à fait. Oui. Mais ça, je peux vous garantir qu'on va faire un coup de porte-voix. Bien sûr. Alors, on a aussi des questions Internet. Oui, allons-y. Partageons la parole. Alors, une question de Dominique. Le tout électrique ne nécessite-t-il pas un plan massif d'investissement d'énergie produit par le nucléaire? Alors, l'électrique, c'est ce qu'il faut aussi avoir en tête. Alors, je suis l'heureux possesseur d'une Zoé qui était ma voiture de fonction que j'ai rachetée en prenant ma retraite. Et le bon mode de recharge, c'est la nuit. Et il se trouve que la nuit, les capacités de production électrique sont largement suffisantes, même si tout le parc basculait. Et alors, avec EDF, on a beaucoup travaillé entre Renault et EDF sur la notion de smart charging, puisqu'en fait, l'usage d'une voiture électrique, à part peut-être quelques exceptions, personne ne fait l'autonomie, n'utilise son autonomie quotidienne. En semaine, c'est jusqu'à 50-60 km par jour. Et puis, le week-end, on va peut-être faire 200 ou 400 km si on veut. Donc, en semaine, il n'y a pas besoin d'une recharge complète chaque jour. Donc, l'étude qui a été faite avec RTE et EDF montre qu'en faisant du smart charging, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tous les utilisateurs, quand ils rentrent chez eux à 18h, branchent leur voiture en même temps, parce que là effectivement, ça posera un problème, mais ce n'est pas nécessaire. En revanche, si c'est piloté, il n'y a pas de problème de capacité. Il peut y avoir d'autres soucis, c'est sur la recharge rapide. C'est avoir faut revoir la distribution de l'électricité pour amener des puissances importantes pour les charges rapides. Ça, il y aura un investissement côté réseau, mais sur le parc, c'est pas un problème. Vous avez une question, donc là? Oui, je voulais compléter par rapport à la question de reconditionner les voitures thermiques. Renault, il y a un programme de refactory, et donc dans ce programme-là, en commençant par les voitures qui sont transformées, parce qu'il y a des tas de voitures qui sont transformées pour des usages propres, ils vont regarder comment les électrifier. Donc on garde la voiture et on la transforme, et aussi pour la réglementation d'interdire les voitures thermiques dans les centres-villes, c'est clair que ça va poser beaucoup de problèmes à tout un tas d'artisans et qui n'ont pas les moyens de réinvestir. Et donc il y a un programme pour regarder, pour transformer leur voiture thermique en voiture électrique, en gardant la voiture électrique.
Oui, Une autre question Internet. ouais. Alors, c'est Jean-Michel Sacaz qui demande « Ne pensez-vous pas qu'il va falloir former rapidement des professionnels pour accompagner les changements de comportement dans la population, en particulier pour les citoyens les plus précaires ?» Alors, ce qui est de sûr, c'est que je parlais tout à l'heure de faire marcher nos neurones. En tant qu'expert ou autre, il faut à chaque fois qu'on soit assez créatif pour proposer des solutions alternatives. Parce que dire à quelqu'un qui habite la campagne, vous n'avez pas honte de prendre votre voiture, bon, d'accord, et je fais comment, quoi? Donc si on n'est pas en mesure de leur apporter des alternatives, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, par contre, la formation, et là, Jean Jancovici insiste toujours beaucoup là-dessus, les gouvernants et les dirigeants, ce que je vous ai montré là, la quasi-totalité l'a tellement survolé qu'on n'a aucune conscience, quoi. Donc, ce qui est fondamental, c'est que ceux qui sont au volant là, soient formés. Lui, il parlait d'une formation de 20 heures pour chaque haut responsable politique. Ils ont dû avoir 2 heures d'exposé. Donc, là, il y a un investissement à faire. Et pour les précaires, c'est là où il faut plutôt qu'on mette le paquet pour trouver des alternatives. Oui, je rejoins votre question. Oui. Il existe effectivement un nettoyage partiel des voitures, c'est le décalaminage à l'hydrogène. Donc ça peut se faire de manière séquentielle dans l'année. Par exemple, pour les camions, on peut le faire tous les 6 mois. Et on est même allé jusqu'à l'installation de kits d'injection d'hydrogène dans les moteurs diesel sur les bateaux, sur les péniches. Ça a bien marché à l'époque parce qu'il y a eu des primes européennes pour encourager. Donc, c'est une des voies. Le décalaminage à l'hydrogène permet une réduction de consommation de l'ordre de 12%. Il réduit... oui, bon, disons, ça dépend de l'état des voitures. Des voitures. Et puis ensuite, vous avez une réduction effectivement du côté de la pollution, des particules, etc. Et aujourd'hui, on constate, lors du décalaminage par l'hydrogène, qu'on va même jusqu'à sauver les FAP, qui sont très chers, les filtres antiparticules. Okay. J'ai une autre question, oui. Alors, ça concerne la nature. Ouais. Et est-ce qu'on peut aider cette nature à capter le CO2? Alors j'ai dans la tête l'exemple des microalgues. Si on étendait les surfaces avec des microalgues, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a un facteur intéressant, un rendement intéressant à développer cette voie? En tout cas, là, du coup, il faut, je pense, essayer aussi d'avoir toujours une vue avec un peu de hauteur. Quand l'homme agit dans la nature, il faut qu'il vérifie les effets collatéraux à petite échelle pour ne pas que le remède soit pire que le mal. Je crois que c'était à Monaco où il y a eu une algue qui était épifolia ou un truc comme ça, là, qui était arrivée, je ne sais plus par quel mécanisme, mais qui a vraiment mis un bazar dans tout l'écosystème autour. Donc, il y a probablement des pistes à explorer. Il faut dans ce cas-là les faire à petite échelle, regarder quels sont les impacts sur le reste de la nature pour être sûr de ne pas avoir un effet contre-productif. Mais oui, la photosynthèse, alors par contre la photosynthèse, la nature, elle a le bon goût d'exister depuis 4 milliards et demi d'années sur la Terre, là. Et elle est imbattable en énergie et en recyclage, hein. Bon. Mais c'est toujours un écosystème. Il y a les prédateurs par rapport aux proies. Quand il n'y a plus assez de proies, il n'y a plus de prédateurs, hein. Donc à chaque fois, ça s'équilibre toujours. Et quand l'homme intervient, il a quand même assez tendance à bon, donc faut être... et la nature, elle résout beaucoup de choses, mais dans la durée. Vous savez, par exemple, le stockage du CO2, il est majoritairement dans l'océan. On parle des forêts, mais il faut du temps pour que l'océan puisse absorber le CO2, quoi.
Et on connaît aujourd'hui comme très mal la biodiversité Oui, marine. oui. Faut y aller, à mon avis. D'ailleurs que le stockage du CO2 dans les océans n'a pas des avantages parce qu'on acidifie. Exact, tout à fait. Et c'est pas très bon pour les huîtres. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, une question Internet. Alors, M. Régnier qui demande, y a-t-il des études qui sont conduites pour essayer de maîtriser la météorologie qui permettrait de réduire l'impact des catastrophes climatiques? Je suis pas compétent, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sûr que si on arrivait à récupérer l'énergie des trombes, on aurait Michel, on a beaucoup parlé de réchauffement climatique par Oui. etc. Vous avez dit au début que Le méthane. Le méthane était bien pire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour le méthane? Franchement, l'action immédiate, c'est le parc bovin. Il faut qu'il soit plus faible. Hein. Il faut un parc bovin plus faible. Ça, c'est le premier ordre. Il faut donc moins de viande bovine. Hein. Ce qu'aujourd'hui, on est en train de créer des vaches artificielles, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les digesteurs, on fabrique du méthane en récupérant les déchets agricoles dans des... Oui, mais ça c'est la partie déchets. Oui. Et il se trouve qu'en Allemagne, chez nos voisins, ils produisent des déchets agricoles pour alimenter ces digesteurs. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas dans la situation de départ qui est je récupère ce que je n'utilise pas. Comme ça permet de produire l'électricité à travers le méthane qu'on fabrique là-dedans, donc ils ont des terrains qui sont réservés à produire des déchets agricoles pour pouvoir alimenter les digesteurs. Après, il y a les fuites de méthane sont aussi des choses qui ne sont pas toujours bien contrôlées. Ça, donc c'est tout ce qui... Mais enfin, précisément votre question. C'est uniquement les bovins? Alors les bovins, c'est de très loin le plus gros. Les bovins, c'est de très loin le plus gros porteur. Donc Non mais alors je me suis vraiment posé la question. J'essaie d'être aussi un petit peu en ligne avec ce que je raconte. Je pense que je suis pas obligé de manger un steak midi et soir tous les jours. Et en revanche, s'offrir de temps en temps une bonne viande de bœuf, oui. Et si vous pensez par exemple à la consommation de vin dans les années 50, je crois qu'en France, elle était beaucoup plus élevée. Maintenant, on voit que les gens, en moyenne, vont en prendre moins, mais vont prendre plutôt de la qualité. Donc, je pense que par rapport à la consommation de viande bovine, il faut aussi un peu d'éducation pour comprendre les enjeux et pas s'interdire d'en prendre. Mais si on divise déjà par 3 ou 4, c'est... N'oubliez pas que si les gens mangent moins de viande, ils vont vivre plus longtemps. Il y a une asymptote. Il y a une asymptote quand même. Justement, c'est un tabou la population. Vous l'avez juste évoqué comme ça, mais... Bon, il y a quelques endroits sur la planète où il y a une perte d'effectifs, là. Mais bon, je pense que là, ça sort un petit peu de nos domaines d'experts. La population humaine, elle est... C'est les communicants qui pensaient que, comme la consommation, la population croissait de façon géométrique et les ressources de façon linéaire, il fallait donc réduire la population pour arriver et lui recommander d'aider les pauvres à ne pas se reproduire, parce qu'ils pensaient que si il y a des pauvres, c'était que le dépourvu, le meilleur service qu'on pouvait rendre, c'est faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas, pour qu'il y ait donc moins de population. Non mais au-delà du fait qu'effectivement c'est difficile d'agir là-dessus, on n'a même pas d'éducation là-dessus. On n'en parle pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui... En revanche... Les jeunes maintenant, moi j'ai des enfants qui ont dans ce secteur-là, eux ils se disent non, je ne veux pas d'enfants parce que il y a une prise de conscience chez les jeunes. Alors là, ça va dépendre des pays. Hein. Mais vous savez par exemple que la Chine est en train de voir sa pyramide des âges qui va devenir critique. Le Japon, c'est déjà fait depuis longtemps. Donc le Japon a 120 millions d'habitants, ils vont tout droit vers 80 millions. Hein. Et comme ils font immigration zéro, là...
Après, donc des pays émergents qui n'ont pas toute la connaissance qu'on peut avoir dans nos pays, eux sont encore en croissance. Mais il y a pas mal d'études qui montrent qu'on devrait effectivement passer par un plateau aux alentours de 9 milliards et probablement redescendre après. Mais ça va dépendre aussi des conditions de vie dans les décennies qui vont venir. Hein. Autre question? Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque de Oui. M. Lebac qui dit oui. Le protoxyde d'azote N2O est principalement émis dans l'atmosphère par l'engrais nécessaire pour nourrir l'humanité et ses animaux. Ouais. C'est un pouvoir réchauffant considérable plus que le CO2. C'est une remarque. Oui, il fait partie des gaz à effet de serre, mais dans la liste, le premier de très loin, c'est le CO2, ensuite c'est le méthane et après c'est le N2O. Mais il est en 3e position. Et l'ordre de grandeur que j'ai en tête, le méthane, c'est le tiers des émissions de gaz à effet de serre. Le CO2, c'est 60%. Et le N2O, ça doit être 5-6%. Bon, je vous propose de prendre une dernière question s'il y en a, et puis après on passera on pourra continuer à bavarder, mais en s'alimentant un petit peu. Pas de problème. Je la poserai à la rentrée, il n'y a pas de souci. Non, mais allez-y, mais pas de Du coup, c'était par rapport en termes de la neutralité carbone. Est-ce que vous pensez que c'est possible au vu des mesures actuelles, par exemple l'arrêt de la vente des véhicules thermiques en 2035 et différents acteurs comme la Formule 1 qui souhaitent aussi arrêter ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou il faudra aller un peu plus accélérer le processus? Alors on a fait un travail dans le cadre de la Fisita où on montre qu'en mettant la totalité de tout ce qui est dans les recherches, ce qui est possible, on pourrait descendre à 3 tonnes d'émissions de CO2 par véhicule produit sur toute sa vie, et peut-être un jour on asymptote à 1 tonne. Mais 0, c'est impossible. Donc il faudrait qu'il y ait une compensation. Sous réserve que l'électricité qui... Absolument, oui, okay. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, si vous mettez... et même dans un monde idéal, de toute façon, on ne peut pas faire 0. C'est pas possible. Bon, écoutez, merci.